Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir ici. Nous allons donc passer 1 heure et demie ensemble sur un sujet très important. Comment construire la paix avec la nation russe? On a vu que les tentatives diplomatiques pour renouer avec les dirigeants russes ont donné peu de résultats ces dernières années, que l'Union européenne a décidé de se tourner davantage vers la société civile, mais que c'est très difficile de faire avancer ces relations et cette entente. Alors, pour nous éclairer, Monsieur l'ambassadeur Pierre Vimont, ancien diplomate français, ayant travaillé à Bruxelles comme secrétaire général et cheville ouvrière du service d'action extérieure européen en 2020. Il est actuellement chercheur à Carnegie Europe et aussi conseiller du président Emmanuel Macron sur la relance du dialogue avec la Russie. À nos côtés aussi, Madame Anastasia Kirilenko, qui est russe, on peut dire en exil en France, car elle est journaliste et réalisatrice du film « Poutine et la mafia ». Nous aurons également avec nous Antoine Arjakovski, directeur de recherche au Bernardin, fondateur de l'Institut œcuménique de Lviv et auteur de nombreux ouvrages. Il anime un réseau de chercheurs européens. Il a vécu 17 ans en Ukraine et en Russie et a créé le groupe Vérité, Justice, Réconciliation entre l'Ukraine et la Russie. Alors, d'ici 1 heure, vous aurez la parole pour poser les questions. Mais dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la manière dont évoluent nos relations avec la Russie. Excellence, ces relations vont-elles vers la paix? Merci de me donner la parole en me posant tout de suite une question qui va au fond des choses. Ce que je vais vous dire, bien évidemment, de la part d'un diplomate qui est de surcroît engagé dans ce dialogue avec la Russie que nous menons actuellement, sera forcément un peu différent de ce que pourra vous dire Anastasia ou ce que pourra vous dire Antoine. D'abord parce que dans ce que je fais, il faut faire attention à ce qu'on dit, bien sûr, mais ça c'est pas trop important pour moi. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que je suis confronté à la réalité sur le terrain. Et quand vous me dites est-ce qu'on va vers la paix avec la Russie, je vous dirais que c'était tout l'objectif du dialogue qu'a lancé le président de la République, mais que pour faire la paix, il faut être deux, et que ce n'est pas actuellement ce qui est en train de se passer. Mais je voudrais en même temps essayer de prendre un tout petit peu de recul, si vous me le permettez, sans être trop long, poser une question qui pour moi a toujours été une question essentielle dans le métier de diplomate. C'est que bien évidemment, quand on est français, on voit les choses d'une certaine manière. Et quand on est russe, puisque nous parlons de la relation franco-russe, on voit les choses d'une manière tout à fait différente, bien évidemment. Et quand vous prenez simplement le terme de paix ou bien le terme de démocratie, nos visions respectives de ces deux notions-là, de ces deux concepts-là, sont fondamentalement différentes. Et que bien évidemment, en tant que Français, je pense que c'est nous qui avons raison. Et en tant que Russe, ou en tout cas en tant que Russe participant au pouvoir russe à Moscou, on voit ça d'une manière totalement différente. Et cette incapacité, en fait, à ce que ces deux tuyaux se connectent, ces deux visions se connectent, est extrêmement difficile. Au départ, il faut un peu de confiance, il faut avoir le sentiment que l'autre a peut-être pas totalement tort et qu'il faudrait peut-être prendre en compte ce qu'il dit. Et au fond, c'est ça qu'on essaye de construire avec le dialogue avec la Russie, et pour lequel, à l'heure actuelle, nous avons énormément de difficultés, il faut bien le dire. Parce que chaque fois que nous avançons une explication sur les événements en cours, que nous essayons d'expliquer notre façon de voir les choses, nous avons en face de nous des interlocuteurs qui donnent un raisonnement tout à fait différent. Je donne un seul exemple qu'Antoine connaît mieux que quiconque, l'Ukraine.
ce que nous considérons comme une intervention illégale, contraire au droit international de la part de la Russie en Crimée, avec l'annexion de la Russie, puis sa présence actuellement dans les régions à l'est de l'Ukraine, dans ce qu'on appelle le Donbass. Pour nous, ça a été une violation du droit international, des conventions établies à la fin des années 90 avec l'Ukraine, contraire à l'accord d'Helsinki de 1975. Et la réponse que nous recevons du côté russe, c'est « vous avez fait la même chose au Kosovo, vous avez fait la même chose en Libye en violant la résolution pertinente du Conseil de sécurité qui prévoyait simplement de défendre Benghazi mais pas de renverser le régime du colonel Kadhafi ». Bien évidemment, je sens déjà Antoine qui réagit, nous réagissons comme ça. Mais il faut comprendre que nos interlocuteurs, je le pense sincèrement, croient sincèrement à ce qu'ils disent. Et que donc nous sommes en permanence confrontés à cette réalité-là. Et que pour surmonter cette contradiction, il faut du temps, il faut essayer peu à peu de trouver une forme de terrain d'entente sur lequel on peut avancer. Il faut faire preuve de beaucoup de fermeté et en même temps de beaucoup d'écoute pour essayer d'avancer. Et que la difficulté, je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais donnez-moi encore une minute, la difficulté que nous avons à l'heure actuelle, c'est que, et on a sûrement dû en parler dans les autres tribunes ce matin ou les autres panels, mais c'est que l'action diplomatique s'est beaucoup appauvrie ces dernières années. Et quand vous comparez la manière dont nous avons su, au cours des années 70, 80, discuter péniblement avec ce qui était à l'époque l'URSS, mais trouver des terrains d'entente, avancer, tout en défendant nos valeurs et nos principes. Ça a donné les accords d'Helsinki, ça a donné l'Ostpolitik menée par l'Allemagne, c'était la politique de détente du général de Gaulle, etc. On arrivait à avancer, difficilement, mais on avançait, péniblement, mais on avançait. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a complètement appauvri notre capacité d'action au sein de la diplomatie. Et au fond, regardez l'Union européenne, après ce qui s'est passé en Ukraine et l'intervention russe en Ukraine, nous n'avons eu qu'un mot à la bouche, qu'un outil que nous avons utilisé, ce sont les sanctions. Non pas que je remette en cause, je pense qu'il fallait des sanctions et qu'il fallait les mettre en place. Mais à partir de là, il fallait faire autre chose en plus, comme complément, de manière complémentaire. Et là, c'est très difficile de convaincre une grande partie de nos partenaires européens de le faire, et je trouve que c'est très extraordinaire. Nos partenaires européens me répondent il y a eu l'intervention en Ukraine, c'est inacceptable. Moi, je leur dis l'Union soviétique est intervenue en Tchécoslovaquie en 1968 dans des conditions inacceptables, nous l'avons dit. Dès l'année suivante, le chancelier Brandt a lancé ce qu'il a appelé sa politique vers l'Est, l'Ostpolitik, qui a lentement débouché sur les accords d'Helsinki en 1975. Nous ne sommes plus capables de faire quelque chose comme ça aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est préoccupant et que c'est une question sur laquelle nous devrions réfléchir davantage. Comment nous donner une plus grande marge de manœuvre face à un interlocuteur extrêmement difficile, je le reconnais, avec lequel les points de convergence sont de plus en plus limités, mais je crois que ça ne doit pas nous rendre pessimistes, mais au contraire, nous créer une obligation d'action, j'allais dire, d'agilité intellectuelle et diplomatique, et que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Excellence. Donc, sur le plan extérieur, la nécessité d'enrichir la diplomatie. Sur le plan intérieur, Antoine Arjakovski, la Russie va-t-elle vers la démocratie ? Bonjour à tous. Je suis heureux d'être parmi vous et je suis heureux de participer à ce panel en présence notamment de M. Pierre Vimont, pour qui j'ai une grande admiration. Et je tiens à le dire d'emblée, c'est pas facile d'être diplomate dans des conditions difficiles. Et je suis parfaitement conscient de la nécessité de devoir peser ses mots et de tenir compte des réalités qui peuvent être immédiatement très dangereuses. Donc pour moi, c'est un honneur de pouvoir participer à cette rencontre, également avec Anastasia Kirilenko, qui est une journaliste courageuse, qui risque sa vie en faisant son film sur le président Poutine.
Donc, on parle de choses qui sont vraiment extrêmement compliquées, graves, douloureuses. Et néanmoins, on pense qu'en discutant, en s'écoutant, on peut faire avancer les choses. On est tous d'accord là-dessus. Et mon point de départ personnel, j'ai quitté les affaires étrangères, je suis un chercheur indépendant, je me rends régulièrement en Ukraine, en Russie. Ma conviction personnelle par laquelle je veux commencer, c'est de croire que la vérité est ce qui est plus important que tout. C'est par la vérité que nous pourrons trouver ce qui est positif chez autrui, que nous pourrons dénoncer les mensonges de la kleptocratie, etc. Et la vérité, c'est important, et c'est la raison pour laquelle les États, et notamment la Russie, utilisent la propagande pour aller contre la vérité. Ils dépensent des centaines de millions d'euros pour faire de la propagande et faire de la guerre hybride. Et on en sait quelque chose en France. Et donc, pour répondre à la question de Jeanne-Emmanuel Hutin, qui a participé aussi aux travaux que nous avons menés et dont je parlerai, je crois que non, il n'y a pas de démocratie aujourd'hui en Russie, que c'est un simulacre d'élection qui s'est produit il y a 15 jours en Russie. Il y a eu des élections législatives. Comment appeler des élections ce qui s'est produit alors que les opposants étaient en prison? Vous avez tous entendu parler de Alexei Navalny. Navalny qui a été jeté en prison tout simplement parce qu'il dénonçait la corruption des hauts dignitaires en Russie. Donc il y a une injustice totale. La justice n'est pas indépendante. Et lorsque on demande est-ce qu'il y a des médias indépendants? Non, il n'y a pas de médias indépendants. La seule chaîne de télévision indépendante, Dojd, eh bien, a été interdite de diffuser sur les chaînes hertziennes. Elle ne peut diffuser que sur Internet. Et sur Internet, avant chaque information, il y a un panneau qui s'affiche pendant 30 secondes qui explique que Dojd est un agent de l'étranger. Donc pour miner toutes les informations, pour organiser de la défiance par rapport à Dojd. Donc un pays où il n'y a pas de justice indépendante, où les opposants sont en prison, où il n'y a pas de médias, où il y a des bourrages d'urnes, comme le disent les agences comme Golos, par exemple, eh bien, c'est un pays où il n'y a pas de démocratie. Alors, on peut se mettre, comme on l'a fait pendant très longtemps, la tête sous la terre, faire la politique de l'autruche et dire, bon, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça, c'est quelques problèmes à la marge, la Russie doit rester un partenaire, etc. Je ne crois pas. Je pense que des relations internationales ne peuvent se construire que sur un langage de vérité. Et ça veut dire, bien entendu, qu'il faille aussi entendre la vérité que les Russes peuvent avoir vis-à-vis de l'Occident. Ils ont une image aussi de l'Occident qui est très déformée. Et donc, voilà, il me semble que ce qui est important, c'est d'avoir ce langage de vérité. Et j'aimerais dire quelques mots, parce que vous pouvez me croire ou ne pas me croire. C'est ça toute la difficulté avec la Russie aujourd'hui, c'est que nous sommes maintenant tellement perdus, il y a tellement un brouillage qu'on ne sait plus qui croire. Dans le même journal, Le Figaro, je prends l'exemple du Figaro, on pourrait prendre d'autres exemples, il y a des points de vue complètement opposés. Je voudrais, essayer d'étayer ce que je viens de vous dire, utiliser un texte qui me paraît avoir une dimension de légitimité importante. C'est les orientations des relations politiques entre l'Union européenne et la Russie. C'est une recommandation du Parlement européen qui a été adoptée à la majorité, à très grande, 80% des députés européens ont adopté ce texte le 16 septembre 2021. Et que disent les députés européens? Ils disent la vérité. Ils disent, par exemple, le Parlement européen donc fait la distinction entre le peuple russe et le régime du président Poutine, qui est une kleptocratie autoritaire en stagnation, dirigée par un président à vie, entouré d'un cercle d'oligarques. Voilà. Et le texte fait une trentaine de pages. À chaque paragraphe, il y a une critique très précise du régime russe, en donnant des exemples
comme je viens de le faire pour les élections législatives, il y a d'autres exemples, pour dire que c'est un régime qui n'est pas démocratique. Et donc, nous, il me semble, ce que nous devons faire, nous devons adopter cette même position du Parlement européen, qui est de dire, voilà, il y a un régime kleptocratique, certains disent que c'est un régime mafieux, il y a un régime qui n'est pas démocratique, l'Union européenne est une union de pays démocratiques, comment faire pour, de fait, néanmoins, avoir un dialogue et simplement, c'est un dialogue, et c'est pour ça que j'ai cité ce paragraphe du texte du Parlement européen, qui est, à mon avis, assez intelligent. Nous voulons faire la distinction entre le peuple russe et le régime du président Poutine. Et ça, malheureusement, nous ne savons pas le faire en France. Nous sommes un État-nation qui identifie la citoyenneté dans sa dimension politique avec sa dimension nationale. Or, il faut apprendre l'histoire des peuples et l'histoire d'une construction par la nation d'un État. Mais la nation, ça n'est pas l'État, et l'État, ça n'est pas la nation. Merci Antoine. On voilà. va peut-être continuer voilà, c'est le premier point important à faire passer. Merci Antoine. Anastasia, comment voyez-vous l'évolution de la Russie quand on est russe et quand on a dû quitter son pays? Comment va la société civile là-bas, dans toutes les difficultés qu'on vient de nous exposer? Je vais me rejoindre à Antoine. Antoine a dit qu'il y avait par exemple le bourrage des urnes constaté par l'opposition. C'est non seulement par l'opposition. Il y a une femme qui a donné une interview. En fait, elle a dit « J'ai bourré les urnes par ma propre conviction ». On peut même trouver des témoignages comme ça. Ce n'était pas un ordre d'un chef. Non, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà, j'ai fait ça, excusez-moi. Et bien, il y avait un député d'opposition qui voulait porter plainte à la commission électorale. Et sur le seuil, devant le bâtiment de la commission électorale, il a été tabassé par des inconnus. La police était à côté. Ils ont dit, ben, en fait, nous, on ne peut rien faire. Vous devez appeler le numéro d'urgence. Il y a des situations kafkaïennes de tous les jours. Donc la Russie, bien sûr, va au sens opposé de la démocratie. Si on admet que les Russes n'ont pas complètement tort. Mais il y a quand même des choses pas discutables. Ils ont tort en tuant des opposants. Il y avait Boris Nemtsov, une figure d'opposition qui a été tuée en face du Kremlin en 2015. Alexei Navalny a été empoisonné par des armes chimiques. Là-dessus, on est d'accord, je pense, avec tout le monde que c'est indiscutable. Ou bien l'avion en Ukraine, on ne peut pas dire qu'il y a deux points de vue. Par exemple, c'est peut-être l'Ukraine qui l'a abattu ou c'est la Russie qui l'a abattu. Il y a un tribunal international qui va faire une décision là-dessus. La liberté de la presse en Russie est au 150e rang sur 180. C'est très mauvais. C'est au niveau de certains pays africains. La Russie, à mon sens, c'est un colosse à pied d'argile. En me présentant, vous avez mentionné mon film qui s'appelle Poutine et la mafia. C'est pas une exagération. Malheureusement, il y a des cas de trafic d'armes où c'est clair qu'il y avait les services russes qui participaient. Il y a un cas assez récent où il y avait plusieurs centaines de kilos de drogue dans l'ambassade russe qui était trafiquée dans la valise diplomatique. Je pense que c'est embêtant pour les diplomates de gérer ce genre de situation. Donc la Russie fait pression pour qu'on parle que des géopolitiques et qu'elle a le droit d'être présente en Ukraine, etc. Mais la méthode par laquelle elle agit est profondément inquiétante. D'ailleurs, ce que la Russie fait dernièrement, c'est de créer beaucoup de conflits. Ainsi, la Russie a envoyé des mercenaires en Centrafrique et ils sont en train de conclure des accords, en train d'envoyer aussi des mercenaires au Mali. Et tout cela pour pouvoir discuter avec les diplomates français que de ce genre de dossier pour qu'ils oublient Navalny. Donc, à mon avis, leurs intentions sont claires. Mais alors, quels sont les besoins de la société civile russe ?
La société civile russe doit être entendue, premièrement. Et ici, d'ailleurs, je ne voudrais pas tellement critiquer le pouvoir français, bien le président actuel. Juste, je me rappelle qu'il y avait Benoît Hamon, qui disait que la Crimée était bien sûr ukrainienne, que la paix et la sécurité internationale, c'était très important. Il y avait 7% qui ont voté pour lui. Moi, je vois énormément de difficultés dans le journalisme. Même avec mon film, je ne vous raconte pas comment c'était difficile, même ici en France. Il y a... Il n'y a pas un consensus là-dessus. Il y a pas mal de journalistes qui pensent que la chaîne de télé Russia Today, qui fournit de fausses informations, qui attise la haine. Là, je peux développer si il y a des questions ou si j'ai le temps. Donc, il y a des journalistes français qui pensent que c'est normal. D'ailleurs, les médias russes distribuent des images montées pour discréditer les opposants. Ça, c'est la nouveauté depuis 4-5 ans. C'est pour ça qu'il faut quand même poser des lignes rouges concrètes. Moi aussi, je suis pour la solidarité professionnelle, c'est-à-dire l'union de journalistes françaises doit se pencher, critiquer aussi, se pencher plus sur ces questions-là, que ça ne soit pas que Macron qui dise voilà, Russia Today c'est mauvais, ensuite il est moqué par Mediapart, etc. Et c'est un cercle vicieux. Donc il faut la solidarité entre plusieurs sociétés civiles. Merci beaucoup. Donc la solidarité entre sociétés civiles passe par une information vigilante et le plus exacte possible qui sait déjouer les pièges de la propagande, si j'ai bien compris. Antoine Arjakovski, comment aider la société civile? Comment peut-on espérer qu'un dialogue puisse se nouer? Par quoi faut-il passer? Merci. Oui, j'ai créé il y a 2 ans une commission vérité, justice et réconciliation entre la Russie et l'Ukraine, avec la médiation de l'Union européenne, en me tournant vers des sociétés civiles, c'est-à-dire vers des intellectuels, vers des journalistes, vers des ONG, qui étaient d'accord sur le constat qu'il faut partir de la vérité, comme je vous l'ai dit, que la vérité est très puissante et peut faire déplacer beaucoup de montagnes. Et donc, notre commission, Vérité, Justice et Réconciliation, a réuni plusieurs centaines d'experts et a abouti, et d'ailleurs s'est réuni ici, lors du forum de Caen il y a 2 ans, pour discuter de 4 grands sujets qui sont les vraies causes de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le premier sujet, et on s'en est rendu compte cet été combien il était actuel, c'est le sujet de l'histoire. Les Russes et les Ukrainiens n'ont pas la même conception du passé. Et parce qu'ils n'ont pas la même conception du passé, ils n'ont pas la même conception de l'avenir. Et ça, c'est dramatique parce que c'est exactement ce qu'on a connu entre la France et l'Allemagne. Entre la France et l'Allemagne, en 1914, on s'écharpait encore sur la bataille de Bouvines, puisque 1914, c'était le 800e anniversaire de la bataille de Bouvines. On n'était pas d'accord entre historiens français qui avait gagné la bataille de Bouvines. Est-ce nous les Français? Est-ce vous les Allemands? Il y avait un désaccord que j'appelle théologico-politique, où les dimensions religieuses et politiques étaient mêlées, et où les uns croyaient qu'ils étaient les héritiers de Charlemagne, tandis que les autres disaient non, non, le Saint-Empire romain germanique, c'est nous. Et parce qu'il y avait 2 visions du passé différentes, ben forcément, il y avait 2 visions politiques de l'Empire différentes. Et ça a donné 2 guerres mondiales. Eh bien, entre Russes et Ukrainiens, c'est la même chose. Et donc, nous avons réuni des historiens russes, des historiens ukrainiens, mais aussi des historiens polonais, allemands, etc., pour aider les Russes et les Ukrainiens à dépasser un logiciel qui est un logiciel impérial ou un logiciel colonial, appelez ça comme vous voulez, mais pour raconter l'histoire ensemble. Et on y est parvenu parce qu'en France, ben justement, comme on connaît le problème, on connaît comment écrire l'histoire, on sait comment faire l'histoire avec des regards croisés dans un but à la fois de vérité et de réconciliation. Voilà un travail tout simple qui coûte pas grand-chose, mais qui est indispensable, tellement indispensable que cet été, ce qui s'est produit, c'est que le président Poutine a pris la plume et pour la première fois a publié un texte en langue ukrainienne, ça n'était jamais arrivé, qu'il a publié sur le site du Kremlin pour dire voilà quelle est l'histoire de la Grande Russie. Et dans l'histoire de la Grande Russie,
l'Ukraine, eh bien, elle n'est qu'une partie de la Grande Russie. Elle n'a sa souveraineté qu'en étant liée à la Russie. À quoi le président Zelensky a immédiatement répondu 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, le 24 août 2021, pour dire « Nous, on va vous raconter notre histoire. » Et ce n'est pas l'histoire du président Poutine. D'abord, le président Poutine, il n'est pas historien. Moi, j'ai fait une commission d'historiens. Et voilà quelle est l'histoire de l'Ukraine. Donc, vous voyez, c'est tellement important qu'aujourd'hui, ce sont des présidents qui se battent pour le narratif, le méta-récit qui permettrait aux uns et aux autres de vivre ensemble. Il y a d'autres exemples que nous avons pris dans notre commission. Nous avons abouti à 40 propositions. Là, pour l'instant, je vous ai donné simplement l'exemple de l'histoire, mais il y a aussi l'exemple de l'état de droit et de la démocratie, l'exemple de la religion qui peut être source de divisions terribles, et bien entendu, l'exemple géostratégique de la Crimée, du Donbass. Comment sortir de la situation? On a 40 propositions, mais j'aimerais dire un mot, Jeanne-Emmanuel, avant de donner la parole à Pierre Vimont. C'est que ces 40 propositions, on les a présentées notamment à l'ambassade de France à Kiev, en disant c'est le seul exemple de travail constructif qui a été fait avec la société civile russe, notamment je pense à Mémorial, le centre Boris Yeltsin, un certain nombre de journalistes indépendants qui ont participé à cette commission, dont Anastasia Kirilenko en particulier. Eh bien, personne n'en a rien fait. On dépense des centaines de millions d'euros pour une diplomatie extrêmement chère, mais pour des projets comme ça, qui sont pourtant indispensables, on ne dépense pas un centime. Et c'est ça qui me choque terriblement et que je pense qu'il devrait changer très vite. Merci beaucoup, Antoine. Excellence. Alors, comment peut-on renouer le dialogue avec la Russie sur les bases de la vérité, avec une information qu'on voudrait soutenir et en réconciliant les mémoires? Vous, comment est-ce que, comme diplomate, vous pensez qu'on peut porter le dialogue sur cette question et peut-être ouvrir des espaces dans la société russe, ou est-ce que c'est pari impossible? Non, il faut le faire, vous avez raison. Et je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit Antoine à propos de la vérité, parce que bien évidemment, on ne peut être que d'accord. Le problème, encore une fois, pardonnez-moi, mais c'est que nous avons toujours un peu tendance à penser que c'est nous qui détenons la vérité. Et il faut simplement se mettre dans la tête, se poser cette question qui est très dérangeante en réalité. C'est est-ce que de l'autre côté, ceux qui affichent une vérité qui nous paraît un mensonge effronté n'est pas vu par ces gens-là comme une vérité, comme une vraie vérité. Ils y croient, en d'autres termes. Et dès lors que vous vous posez cette question-là, bien évidemment, si vous êtes un diplomate, vous vous apercevez qu'il y a un fossé immense entre ces deux vérités et que toute la question, c'est comment vous construisez un pont au-dessus de ce fossé. Je pourrais reprendre ce que disait Antoine à propos de tout le discours mémoriel qu'a tenu le président Poutine l'année dernière sur son interprétation du pacte germano-soviétique au début de la Deuxième Guerre mondiale. Bien évidemment, vu par un Français, ça paraît presque absurde et invraisemblable. Mais si vous vous dites peut-être qu'il croit vraiment à ce qu'il dit, alors vous vous rendez compte qu'il y a un formidable fossé à surmonter. Et c'est ça que, pour ma part, j'essaye de voir et de voir comment on peut faire. Société civile, vous touchez un point tout à fait essentiel. Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe beaucoup et que je trouve un peu peut-être l'aspect le plus préoccupant de la relation, non pas simplement entre la France et la Russie, mais entre la Russie et le reste du continent européen. C'est qu'au fond, nos deux sociétés s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre et se connaissent de moins en moins, pour des tas de raisons objectives ou subjectives. Parce qu'il y a moins d'échanges entre étudiants, parce que les gens n'apprennent plus la langue de l'autre, parce que les chercheurs se connaissent moins bien, parce que les hommes et les femmes politiques se rencontrent moins souvent, etc. Et si j'ai un seul résultat du modeste travail que j'ai fait dans la mission qui m'a été confiée, c'est qu'en discutant avec mes partenaires de l'Union européenne qui connaissent le mieux la Russie, tout simplement parce que certains d'entre eux étaient membres, partie intégrante de l'Union soviétique, je pense aux pays baltes, etc. En discutant avec eux, alors qu'au départ, ils me disaient
nous connaissons beaucoup mieux la Russie que vous, et donc c'est nous qui devons vous donner des leçons et arrêter d'être naïfs vis-à-vis de la Russie. Au terme de quelques heures de discussion, ils étaient les premiers à reconnaître qu'au fond, ils commençaient à avoir de plus en plus de mal à comprendre ce pays-là. Et ça, c'est très très mauvais, quand vous ne savez plus à qui vous avez affaire et comment il faut discuter avec lui. Et de ce point de vue-là, les efforts pour travailler avec la société civile russe et entre sociétés civiles est de ce point de vue-là très important. Mais 3 mises en garde par rapport à ça. La première, c'est que ce discours sur la nécessité de travailler avec la société civile, c'est en train de devenir une sorte de pis-aller dans une relation politique et diplomatique où on ne sait plus quoi faire. On a presque uniquement, comme je le disais tout à l'heure, insisté sur les sanctions. Comme on ne veut pas avoir aucun dialogue constructif ou utile avec le pouvoir à Moscou, alors on se replie sur la société civile, qui devient la réponse à tous nos problèmes. On va parler avec la société civile et tout va s'arranger. Et donc, cette solution me paraît peut-être un peu rapide et ça demande un peu plus de réflexion. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la société civile ? Trop souvent, parce que c'est dans la nature des administrations, par facilité, par confort intellectuel, on parle toujours avec les mêmes. Et donc, avoir accès à la vraie société civile, à ceux qui sont intéressants, aux jeunes qui commencent à apparaître et qui font des start-up à Moscou, etc. Ça, c'est parfois plus compliqué et on ne sait pas toujours comment le faire. Et la troisième chose, alors ça, on le voit actuellement tous les jours, c'est que bien évidemment en face de nous, le pouvoir russe ne s'est pas laissé faire et met de plus en plus d'entraves. Les ambassades ont de plus en plus de mal à travailler à Moscou avec la société civile. Elles sont accusées d'ingérence et d'interférence dans la vie politique russe. Il faut surmonter cela, il faut continuer à avancer, il ne faut pas se laisser impressionner, mais il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, travailler avec la société civile, c'est peut-être très beau écrit sur un communiqué final d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles ou même dans une résolution du Parlement européen. Mettre ça en œuvre dans les circonstances actuelles, avec toutes les entraves que pose le régime russe, c'est de plus en plus difficile. Merci beaucoup. Anastasia Kirilenko, est-ce que l'on peut dire quand même la Russie a une grande tradition de dissidence ? Il y a des gens qui aspirent à la liberté, qui aspirent à la démocratie. Comment réagissent-ils en ce moment ? Est-ce qu'ils sont tous écrasés ? Est-ce qu'ils espèrent quelque chose des Européens, des Français qui vivent en démocratie ? Comment vous voyez les choses ? La société civile russe s'exile de plus en plus. Là, avant les élections, plusieurs médias ont été déclarés indésirables en Russie. Leurs équipes ont quitté la Russie. L'équipe de Navalny a quitté la Russie. Et donc, une identité parallèle est en train de se créer. Déjà, il y a des forums des Russes libéraux en exil qui vivent à l'étranger, qui se réunissent régulièrement. Je pense que c'est plutôt une bonne chose s'il n'y a pas une autre solution. Et effectivement, il faut maintenir le dialogue. Je voudrais réagir un peu par rapport à ce que... ça m'a fait penser à ce que monsieur l'ambassadeur disait. Je voudrais juste vous donner un exemple personnel sur ce qu'est la Russie. Moi, je suis née en Sibérie et j'ai mon bac avec l'équivalent du bac avec mention d'excellence. Cependant, j'ai jamais étudié qu'il y avait des peuples déportés vers la Sibérie. J'ai une copine, par exemple, sa mère est polonaise, son papa est moldave, elle est née à Irkoutsk, c'est 4000 km de la Pologne, de la Moldavie. Et en fait, les Russes ne connaissent pas l'histoire. Il y avait juste une ouverture dans les années 90 où on pouvait apprendre la vérité.
Donc actuellement, les Russes sont dans un état déplorable. Par exemple, il y a la renaissance de la religion proclamée par Poutine, mais aussi une sorte de renaissance du culte de Staline, qu'il était bien, etc. Le résultat, les Russes, la majorité, ne savent même pas que c'était Staline qui a fait exploser les églises anciennes russes. Donc, est-ce qu'on peut quand même dire qu'ils ont le droit de penser autre chose? Ils ont le droit de penser que au moins un dixième de la population des pays baltes a été déplacée vers la Sibérie, c'était peut-être bien. Non, juste, ils l'ignorent. Et le problème, c'est ça. L'Union soviétique s'est écroulée parce que c'était basé sur les mensonges. Et je suis d'accord avec Antoine, il faut avancer sur le chemin de vérité, même si c'est difficile. Donc, des projets d'apporter des lumières, d'informer les Russes, ça, je trouve ça formidable. Même, je sais qu'il y a des livres des historiens russes traduits, des historiens en français, pardon, traduits en Russie. Ça produit un effet de lumière. Est-ce que dans la société russe, il y a des gens qui aspirent à plus de liberté? Ou est-ce que la propagande est tellement forte, la méconnaissance de l'histoire est tellement forte que ça ne vient même pas à l'esprit? Oui, la propagande est très très forte. Donc, la plupart des Russes vivent dans la pauvreté. Ça veut dire que la télé, le soir, c'est leur seul hobby. Il n'y a pas, par exemple, de théâtre ou même de cinéma là où ils habitent, etc. Et la télé raconte en gros que tout est la faute à l'Occident, aux États-Unis, à l'Union européenne, etc. Je sais, peut-être il y a parfois une même approche en Afrique. Voilà, tout est la faute à quelqu'un. Et les Russes, la première chose qu'ils reprochent, l'Occident ne nous aime pas. Donc il y a même ce reproche de ne pas être neutre, mais il faut les aimer, comme si c'était des enfants à aimer. Donc effectivement, il faut connaître tout ça pour dialoguer avec les Russes. Donc, quand vous dites l'Occident ne nous aime pas, vous rejoignez un petit peu, excusez-moi, ce que dit notre Excellence quand vous dites il faut essayer de comprendre ce que vivent les autres. Mais la question qu'on peut se poser quand même, Excellence, c'est nous sommes quand même un peu dépendants de certaines denrées russes. Je pense notamment à l'approvisionnement énergétique. Alors, quelquefois de l'extérieur, on peut avoir l'impression que la France va privilégier tel ou tel contrat parce que, comme on le vit un peu en ce moment, on n'a pas envie d'avoir une explosion sociale au détriment finalement d'aspirations de la société civile qui, on le voit bien, ne peuvent pas s'exprimer. Vous, comme diplomate, comment vous voyez la balance? Comment vous voyez l'équilibre? Est-ce que vraiment on est tellement dépendant qu'on ne peut pas se comprendre et faire avancer certaines causes? Si, enfin, c'est la question que vous posez vaut pour la Russie comme elle vaut pour tous les pays avec lesquels nous avons des relations. C'est un équilibre difficile à trouver entre valeurs et principes, intérêts, intérêts économiques et intérêts politiques, etc. C'est le propre de la politique étrangère, c'est de faire un équilibre intelligent entre tout ça. Pour répondre et pour rester sur le cas de la Russie, n'exagérons pas quand même nos intérêts économiques avec la Russie. Ils sont importants, le gaz fait partie de... Mais vous savez, beaucoup d'économistes m'ont souvent dit, quand on est, vu de l'Europe, un acheteur aussi important de gaz russe, ça vous donne un vrai levier face à face avec les Russes, qu'on n'a jamais utilisé, les Européens, parce qu'on a eu trop souvent tendance à y aller en ordre dispersé. Mais si tous ensemble, les Européens disaient aux Russes on va arrêter votre gaz si vous ne nous faites pas un prix plus intéressant, ou bien si vous ne vous montrez pas un peu plus constructif en Afrique ou au Moyen-Orient, pas du tout sûr que ça n'aurait pas des résultats intéressants. Nous n'avons jamais joué ce jeu-là jusqu'à maintenant, et c'est peut-être en effet un problème. Le vrai problème de notre relation avec la Russie, quand on prend en compte nos différents intérêts, c'est, compte tenu de tout ce qui se passe actuellement dans ce pays et que Anastasia a très bien décrit,
qu'Antoine a très bien décrit. Est-ce que nous prenons la voie que suggèrent d'ailleurs un certain nombre de pays européens, membres de l'Union européenne, souvent ceux qui sont les plus proches de la Russie et qui ressentent la menace russe, y compris dans le domaine militaire, et pour lesquels la seule solution, c'est de ne pas discuter avec la Russie et d'attendre que Poutine s'en aille et que le régime actuel tombe, avec le risque, comme le disent certains observateurs à Moscou, que le successeur de Poutine ne sera peut-être pas différent et peut-être même pire? Ou bien est-ce qu'on reconnaît qu'aujourd'hui, partout dans le monde, dans tout le voisinage de l'Europe, que ce soit les Balkans occidentaux, les pays de ce qu'on appelle le partenariat oriental, comme l'Arménie dont vous revenez, l'Azerbaïdjan, la Moldavie, la Géorgie, etc., en Syrie, en Libye, aujourd'hui en République centrafricaine, demain en Mali, à chaque fois nous rencontrons la Russie sur notre route, et que si nous ne sommes pas capables d'avoir avec eux une vraie discussion diplomatique et politique où nous défendons nos intérêts, eh bien le risque est que peu à peu on voit l'influence russe progresser et nos intérêts être peu à peu affectés. Et c'est ça le vrai problème. C'est comment à la fois être très ferme dans nos principes, prendre des sanctions si nécessaire, et de l'autre côté, être capable de leur parler avec un langage de vérité, de leur parler. En bref, marcher sur nos deux jambes. C'est ce qu'on savait faire, il me semble, il y a encore 20 ou 30 ans, quand on parlait de diplomatie, et j'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire. Voilà, moi, c'est mon seul point. Antoine Arjakovski, comment réagissez-vous à ce qui vient de nous expliquer notre Excellence? Je voudrais réagir en disant que je ne crois pas qu'il faille opposer les intellectuels qui seraient irréalistes ou les diplomates européens, les parlementaires européens qui seraient irréalistes, et d'un autre côté, les diplomates du Quai d'Orsay qui seraient, eux, les vrais réalistes parce qu'ils ont affaire au quotidien avec des diplomates russes. Je ne crois pas. Je pense que les intellectuels comme les parlementaires européens ont autant le sens des responsabilités que les diplomates. Simplement, les journalistes, les intellectuels, les parlementaires commencent à voir combien notre diplomatie traditionnelle est allée sur un chemin qui va dans le mur. Et que ça devient de plus en plus grave, parce que maintenant, la Russie contre-attaque. Elle contre-attaque au Mali, elle contre-attaque en France. Elle manipule les élections en Angleterre, elle manipule les élections aux États-Unis. C'est devenu grave. Et donc, quand on veut dire, oui, il faut un langage de fermeté, il faut le faire. Le Quai d'Orsay ne l'a pas fait ces dernières années. Et il me semble que ce qui pourrait être fait, et là, c'est pour ça que je trouve que cette résolution du Parlement européen est très réaliste. Elle donne des exemples très concrets sur les sanctions par rapport au gaz. Par rapport au gaz au Nord Stream 2, la France ne s'est pas opposée. Mais par contre, les parlementaires disent, vous pourriez faire, par exemple, en sorte bien que... et ça me paraît une solution, il faut commencer par ça, supprimer le principe d'unanimité en matière de politique étrangère pour la politique européenne, pour la diplomatie européenne. Donner plus de capacité prospective et d'action du service européen d'action extérieure, que Pierre Vimont connaît bien, puisque c'est lui qui l'a créé avec Catherine Ashton. Ça, déjà, commencer par se donner les moyens d'une vraie diplomatie européenne. Pour l'instant, on n'a pas. Ce sont les Russes qui divisent les Européens, qui font venir les Français, puis les Allemands, et puis qui humilient le représentant de la diplomatie européenne à Moscou. Ça, il faut vraiment changer. Bien entendu qu'il faut non seulement continuer les sanctions, mais les augmenter. Rien n'a été fait. C'est la première fois depuis 1945 en Europe qu'un pays annexe un autre bout de pays et le monde ne dit rien. C'est pas normal. Donc il faut... Et puis, il y a des solutions qui me paraissent innovantes. Ce qui s'est passé cet été avec les Jeux Olympiques de Tokyo. À Tokyo, le Comité olympique international a dit que la Russie est un État tricheur. La Russie fait du dopage d'État. Elle a été condamnée pendant 2 ans. Elle ne peut pas être représentée dans les grandes organisations, compétitions internationales sportives. Eh bien, à Tokyo, ce n'est pas la Russie qui a été mise en avant, c'est le comité russe olympique. C'est-à-dire, c'est la nation russe
qui est devenu l'interlocuteur d'une grande organisation comme les Jeux Olympiques. Ça, pourquoi les diplomates ne pourraient pas faire ça? C'est-à-dire, réellement, on reconnaît que vous trichez, que vous faites des guerres hybrides, etc. On ne parle plus avec vous. Par contre, on parle avec la nation, on parle avec les sportifs. Simplement, quand les sportifs reçoivent leur médaille, ce n'est pas l'hymne russe qui est joué, c'est un Tchaïkovski, enfin, c'est pas l'hymne russe officiel. Ça, c'est le genre de pratique qui devrait se répandre et se développer. Et quant à ce que vous disiez fort justement, Pierre Vimont, sur les mises en garde par rapport à la société civile, bien sûr qu'il faut que ça ne soit pas un pis-aller, mais on peut avoir accès à la vraie société civile. D'abord, il y a une vraie société civile russe, déjà, qui est hors de Russie. La plupart des intellectuels russes, des journalistes indépendants, ont quitté la Russie. Et donc déjà, ce ne serait pas compliqué que de réunir les opposants au régime russe et de les soutenir. Il y a des médias indépendants russes qui se trouvent à Paris, qui ne sont pas du tout soutenus. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que c'est important pour notre diplomatie de revenir sur les valeurs. Si nous sommes un pays démocratique, c'est que nous avons les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de dignité, etc., comme capitales pour mener notre action internationale. Eh bien, s'il y a des journalistes indépendants, il faut et qui sont persécutés, il faut les soutenir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quant à l'une des propositions du Parlement européen, et c'est d'ailleurs l'une des 40 propositions que nous faisons dans notre rapport, c'est tout simplement de soutenir une chaîne de télévision en langue russe, qui soit indépendante, qui soit réalisée avec des rédactions européennes, un petit peu comme Arte, mais ça serait un Arte avec la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie. Ça, c'est pas compliqué de le faire. Ça coûte infiniment moins cher que les centaines de millions d'euros qui sont déversés par le Quai d'Orsay dans les différents services culturels en Europe centrale et orientale. Je pense qu'il y a de la marge pour avoir accès à la vraie société civile russe qui combat pour la démocratie, la liberté, l'égalité. Et voilà, c'est une question de volonté. Il me semble que, même s'il faut être tout à fait attentif au fait qu'il y a des entraves, bien entendu, de la part du Kremlin par rapport à ce genre d'action, il faut aussi avoir le courage, je dirais, des vertus que nous portons. Montesquieu disait « La démocratie sans la vertu, ça n'est pas la démocratie ». Donc c'est un risque pour nous que de ne pas défendre les valeurs de la démocratie. Mais alors, si je comprends bien, Antoine, donc toi, tu plaides pour que, par la culture, on puisse renouer avec la société civile, et son Excellence nous explique que c'est vrai qu'il faut le faire, mais que ça ne suffit pas. Et la question, c'est est-ce qu'on peut articuler les deux? Est-ce qu'on peut avoir une diplomatie qui va... comme l'explique Antoine Arjakovski, avoir des actions peut-être plus ciblées sur les points fondamentaux qui vont permettre à la société civile d'avoir une source d'information plus exacte, d'avoir des lieux d'expression, ou est-ce que ça, pour vous, c'est absolument contradictoire avec le défi diplomatique? Pas du tout, d'ailleurs. Je réfute totalement ce que dit Antoine sur le fait que je considérais qu'il y avait d'un côté les réalistes intelligents au Quai d'Orsay qui ont tout compris, les autres qui n'ont rien compris. Je suis le plus grand critique de ma propre maison, parce que je pense qu'en effet, on s'est endormi et qu'il y a plein de choses à changer. Donc ça, vous ne me ferez pas changer d'avis, on peut améliorer les choses. Oui, je pense qu'on peut faire les deux pour répondre à votre question. Et je pense, mais avec deux éléments, vis-à-vis de la société civile, soyons conscients, encore une fois, que en allant à leur rencontre, en essayant de les aider, on peut les mettre en danger aussi. C'est un vrai problème. On ne va pas comme ça à Moscou rencontrer des gens, surtout par les temps qui courent. Et aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais il faut le savoir, à cause de l'obsession vis-à-vis de Navalny, le moindre collaborateur temporaire de l'ambassade qui est venu
participer à un colloque comme celui-ci à l'ambassade pour jouer le rôle de modération. Vous seriez russe, madame, vous auriez passé 2 heures à l'ambassade de France pour animer un débat comme celui d'aujourd'hui, et vous pouvez avoir des problèmes quand vous rentrez chez vous. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc il faut être conscient de ça. Et c'est donc là où je dis, dans ce travail qu'on veut faire vis-à-vis de la société civile, il faut bien prendre en compte toute la réalité devant laquelle nous nous trouvons. Et de l'autre côté, dans ce que l'on fait comme dialogue avec les Russes, dialogue diplomatique, là aussi, il faut être beaucoup plus agile, beaucoup plus concret, beaucoup plus actif qu'on ne l'est à l'heure actuelle. Et là, je suis d'accord aussi avec Antoine, mais il faut trouver les bons moyens de le faire. Quand Antoine reprend, alors bon, c'est quelque chose que je connais par cœur depuis 10 ans, qu'il faudrait passer à la majorité qualifiée, mais c'est un problème qui vaut aussi pour notre relation avec les États-Unis, avec tout le monde, et c'est un problème sur lequel, si on attend pour avoir une politique russe plus forte et plus active, que l'on passe de l'unanimité au vote à la majorité qualifiée à Bruxelles, on peut aller se coucher tranquillement, ce n'est pas demain la veille. Donc je veux dire, c'est là où je plaide le réalisme, il faut trouver les bons points d'ancrage pour notre action diplomatique. Et c'est ça qui est difficile. Pardon. Alors, Anastasia Kirilenko, trouver les bons points d'ancrage pour notre action diplomatique et comment peut-on aller vers la société civile russe sans la mettre en danger ? Le danger est tout à fait réel. Moi, par exemple, la télé russe a montré un reportage que je suis l'ennemi d'État. Il y avait des gens proches des mercenaires et de M. Prigogine qui commentaient mon noble action, donc c'est tout à fait réel. Mais par contre, ça atteint un tel niveau que la propagande organise... même sans cela, même sans une vraie raison, ils peuvent montrer des images montées, organiser des pièges, etc. Navalny il était très prudent. Il ne parlait pas beaucoup aux journalistes étrangers. Je le sais très bien. Il y avait très peu de ses interviews. Il ne voulait pas être associé, surtout à l'étranger. Et un beau jour, un citoyen espagnol, je crois que c'est un sportif, soi-disant a transféré de l'argent à Navalny parce qu'il l'a vu une fois à la télé. Et voilà, elle est déclarée comme agent de l'étranger et extrémiste, etc. Il y a d'autres exemples. Un journaliste qui est aujourd'hui en exil, la télé russe a montré une interview montée avec un soi-disant designer. Ils ont dit on cache son visage parce que les choses qu'il va vous dire sont très très graves. Il y a un designer qui dit en fait c'est moi qui ai dessiné avec Photoshop tous les documents que ce média d'enquête montrait. Donc ça a atteint un niveau bien plus grave que des contacts réels avec les étrangers peuvent être incriminés. Donc c'est pas une raison pour ne pas agir. Mais il faut peut-être avoir un dialogue franc avec les Russes aussi, de les alerter davantage sur les dangers qui les attendent. Parce qu'il y a, même parmi la société russe, il n'y a pas tout le monde qui a des idées claires sur le danger. Par exemple, Boris Nemtsov a été tué quand même, soi-disant officiellement, il y avait les caméras de surveillance qui ne marchaient pas, et une déneigeuse qui cachait la seule caméra qui pourrait le filmer, etc. Et donc, il y a des gens qui, malheureusement, qui marchent là-dessus. C'est comme, je ne sais pas, le syndrome de Stockholm. Ils commencent à se... chercher des choses pour se calmer, pour que voilà, peut-être Nemtsov c'était juste une coïncidence, etc. Et il faut, je sais pas, avoir une discussion franche là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce que vous dites, finalement, ça conforte l'idée que si on fait quelque chose avec la société civile, on va les mettre en danger. Alors il faut rien faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voulais justement dire un point positif. Tout d'abord, nous, on regarde vers l'avenir. Monsieur Poutine, dans quelques jours, il va avoir 70 ans. C'est déjà beaucoup. Et le régime russe actuel, ils n'ont pas de projet d'avenir. Un des points de leur propagande, c'est que les énergies renouvelables n'existent pas, très nuisibles, que ça va aboutir à rien.
tandis que c'est le contraire. D'ailleurs, c'est ça qui va, dans l'avenir, permettre de renoncer au gaz russe et d'être plus indépendant. Donc, je ne sais pas concrètement comment ça va se passer, mais l'avenir, c'est pas Monsieur Poutine hein, avec son gaz et ses mensonges que soi-disant l'énergie éolienne ça tue les oiseaux, je sais pas quoi. Donc ce marasme, il faut juste continuer à s'opposer en pensant que peut-être c'est pas demain que le régime va changer, mais dans 20 ans. Merci beaucoup. Antoine Arjakovski. Oui, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit. Bien entendu qu'il faut faire attention quand on soutient des jeunes Russes qui veulent plus de démocratie, de liberté, d'égalité. Mais il y a des jeunes Russes, et des moins jeunes du reste, qui se battent tous les jours pour la démocratie, la liberté, et pas simplement dans l'émigration russe, comme je le disais tout à l'heure, où il faudrait déjà qu'on commence à soutenir les émigrés russes, mais en Russie même. L'association mémoriale avec laquelle on travaille, c'est des gens, voilà, ils sont fichés, ils le savent, et néanmoins ils disent « aidez-nous, soutenez-nous ». Et le malheur, c'est qu'on ne les soutient pas. La vérité, puisqu'on parle de vérité, c'est que souvent on leur dit des bonnes paroles à Mémorial, mais pour ensuite signer des contrats de gaz dans le Grand Nord avec la Russie, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, si on avait un levier véritable qui serait justement de faire pression sur les questions d'importation de l'énergie, les Russes le gouvernement russe ferait un peu plus attention avant de persécuter les pauvres citoyens russes. Je crois que nous devons avoir le courage finalement de notre politique, le courage de nos ambitions, utiliser ces véritables leviers, parler à ceux qui sont prêts à se battre pour la démocratie, et pour avoir vécu longtemps en Russie, en Ukraine, je peux vous dire qu'il y en a un paquet, et faire des gestes symboliques. Pourquoi le président Macron n'est jamais allé une seule fois en Ukraine? Pourquoi aucun président de la République français, ces dernières années, n'est allé en Ukraine? Du côté ukrainien, on comprend ça comme une diplomatie qui est tournée uniquement vers le Kremlin. Alors que voilà, le plus grand pays d'Europe, l'Ukraine, en termes de superficie, plus grand que la France, avec une population de plus de 38 millions d'habitants, donc important, qui se bat pour la démocratie. Il y a des morts tous les jours dans le Donbass, qui se bat en termes de guerre hybride dans le domaine du numérique. C'est le principal pare-feu de l'Europe, l'Ukraine. Eh bien, aucun président de la République ne va en Ukraine pour les soutenir. Alors, Excellence, est-ce que vous pouvez nous répondre à cette énigme? Pourquoi avant que je passe la parole à la salle. Oui, non, il y a un projet, déjà depuis un certain temps, de la visite du président Macron en Ukraine, qui doit alors je ne peux pas vous dire quand exactement, si ça va se faire, mais il n'y a pas du tout d'interdit, en tout cas. En revanche, ce qui est vrai, mais ça Antoine le sait comme moi, c'est que ces derniers temps, dans les milieux proches du président ukrainien, il y a eu des propos extrêmement violents et je dirais inamicaux à l'égard de la France et de l'Allemagne à propos de la gestion de tous les accords de Minsk. Alors là encore, c'est assez normal, il faut accepter. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à trouver qu'il faut vivre avec, mais il faut savoir que dans les milieux diplomatiques, ça a été quand même considéré comme un geste qui n'était pas forcément toujours très positif. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec une remise en cause ou quoi que ce soit du voyage du président de la République, qui a toujours le projet d'y aller, mais son agenda est quand même assez bousculé ces temps-ci. Mais je veux dire, il n'y a pas d'objection de principe. Merci beaucoup. Peut-être je peux passer la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions aux uns ou aux autres? Le micro arrive là. Bonjour. D'abord, je pense qu'il faut élargir notre vision du conflit entre la Russie et l'Europe. La question ne se résume pas à une simple question d'exporter la démocratie.
qui n'est qu'un concept purement occidental, valable dans un contexte historique, spatial, géographique bien déterminé. Les États n'agissent pas en tant qu'organisation non gouvernementale, mais ils agissent en tant qu'États qui ont des intérêts à défendre, des intérêts économiques, politiques, géostratégiques, etc. Ces enjeux se manifestent clairement, à titre d'exemple, dans l'exportation de cette relation conflictuelle entre l'Europe et la Russie dans d'autres régions du monde. La guerre en Syrie en est l'exemple type. Donc mes questions d'abord, quels sont les enjeux d'intérêt qui se cachent derrière ce conflit et dans quelle mesure ce conflit impacte-t-il la stabilité dans d'autres régions du monde? Et enfin, je pense que toute résolution de ce conflit devrait se baser sur deux piliers majeurs. Une approche diplomatique, culturelle d'une part, et d'autre part, une conciliation des intérêts stratégiques entre ces deux blocs. Merci. Qui veut répondre à cette question? Peut-être sur l'impact stratégique de l'ensemble. Mais c'est d'abord une très bonne question, avec laquelle vous aurez sans doute compris que je suis plutôt d'accord, compte tenu de tout ce que j'ai dit. Il faut replacer la relation entre la France et l'Europe d'un côté et la Russie dans son contexte stratégique. Et vous avez tout à fait raison. Et dans un contexte qui est en fait un contexte avec lequel on se bat sans trouver de solution depuis, disons, la fin du monde soviétique et la chute du mur de Berlin. Depuis cette époque-là, nous sommes incapables, nous n'avons pas été capables, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, du côté russe, pas plus que du côté des autres Européens, de trouver un nouvel équilibre sur le continent européen. L'équilibre avant, c'était la guerre froide. Avec la chute de la guerre, avec la fin de la guerre froide, s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait d'abord de l'Union européenne. On a décidé de l'élargir à tous les pays anciennement membres du camp dit soviétique et communiste. On a élargi à l'OTAN et on a gardé l'OTAN. Et donc on a créé entre cet nouvel espace, je dirais, de l'Europe libérale et occidentale, étendue au sens large, jusqu'au point où on s'est trouvé en opposition avec la Russie et ce qu'elle considère sa zone d'influence. C'est pas pour rien qu'en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan et à certains égards en Biélorussie, vous avez eu des tensions, souvent des conflits gelés. C'est que cette zone intermédiaire entre les deux, cette zone grise, fait l'objet de luttes d'influence de la part des deux côtés. La seule manière de surmonter ça, c'est un jour d'arriver à se mettre d'accord. Et c'est ça le vrai débat que l'on a avec la Russie aujourd'hui. Et on n'est pas capable de le résoudre. La Russie a mis sur la table en 2008 des propositions qui n'étaient pas acceptables pour les Européens, les autres, mais auxquelles on n'a même pas répondu. On a fait semblant que c'était quantité négligeable. Et donc, les Russes ont très mal ressenti cela. Et nous disons, le président de la République, le premier, il faut inventer, alors lui parle de nouvelle architecture de sécurité et de stabilité en Europe. Le problème, pour être tout à fait franc avec vous, c'est qu'on n'a pas encore la moindre idée de ce que devrait être cette nouvelle architecture. S'y mêlent des tas d'autres préoccupations, la présence américaine, le fait que tout en se retirant pour s'occuper de la zone de l'Indo-Pacifique, l'Amérique essaye de garder quand même un pied et de conserver l'OTAN intacte. Donc vous voyez bien qu'on a là un énorme problème qu'on ne sait pas même comment, on ne sait même pas comment commencer à travailler là-dessus. Les Américains, pour le moment, ont trouvé une seule solution, c'est de discuter directement avec le Russe sur ce qu'ils appellent la stabilité stratégique, c'est-à-dire les armes nucléaires de longue portée et de moyenne portée en Europe. Et ils font ça au-dessus de la tête des Européens, ce que le président de la République n'accepte pas, en disant qu'après tout, les Européens ont le droit d'avoir leur mot à dire sur la sécurité du continent européen. C'est ça le vrai problème. Et vous ne réglerez pas l'Ukraine, vous ne réglerez pas la Géorgie, vous ne réglerez pas la Biélorussie ou ce qui se passe en Moldavie si vous n'avez pas, d'une manière ou d'une autre, des propositions à faire sur cette question fondamentale. Et on en est là pour le moment. Alors on a cette question géostratégique, mais on a aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Antoine Arjakovski. Oui, c'est le point capital pour moi. C'est-à-dire que ce que vous proposez, c'est donc concilier les intérêts stratégiques avec une diplomatie culturelle.
et trouver une conciliation de ses intérêts géostratégiques. Le problème, c'est que on fait comme si les intérêts géostratégiques des États étaient les mêmes que ceux des nations. Or, ce n'est pas les mêmes. L'intérêt géostratégique de l'État russe, qui dépend entièrement aujourd'hui de Vladimir Poutine, c'est de préserver la fortune colossale du président Poutine, qui est considéré par les plus grands experts comme l'homme le plus riche du monde. Vous avez peut-être entendu parler du film de Navalny sur le palais que s'est construit Poutine au bord de la mer Noire. Versailles, à côté, ressemble à une salle de bain. Vous voyez ? Donc c'est absolument délirant. Eh bien, ça, c'est l'intérêt géostratégique de l'État russe. L'intérêt géostratégique de la nation russe, on peut le voir en écoutant ce qui s'est passé en Ukraine, en écoutant Maïdan, en écoutant la Biélorussie aujourd'hui, où la nation biélorusse s'est levée. C'est quoi? C'est de la paix, de la justice, de la démocratie, de l'intégration progressive au sein du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, et les Ukrainiens disent aujourd'hui de l'OTAN, à plus de 60% des voix, quand on les interroge. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc il me semble que pour que notre discussion soit constructive et qu'on trouve des solutions, parce que tout le monde est effectivement en train de voir que les choses s'accélèrent et dans le mauvais sens, eh bien c'est de réapprendre, de sortir de nos vieux paradigmes qui datent du XVIIe siècle. Hein. Le droit international actuel, il date de l'époque de Westphalie. C'est une époque moderne pourrissante. Il faut une nouvelle époque qui puisse remettre du droit. Voilà. Mais un droit différent. Anastasia Kirilenko, vous vouliez parler. Oui, je vais essayer d'être concise. Le problème, c'est que la Russie n'a pas connu la décolonisation. Et dans ce que vous dites, il faut surtout penser aux intérêts stratégiques. C'est comme si on disait, mais vous savez, la Belgique et le Monaco, finalement, c'est quand même dans les intérêts français. Est-ce que ce sont des vrais États souverains ou ce sont des frères? Voilà, l'Ukraine, par exemple. Est-ce qu'ils sont vraiment un État souverain ou c'est un frère des Russes? Donc, il faut libérer les frères belges du joug flamand. Si on développe la pensée, ça devient ça. Donc, comme la décolonisation n'est pas fini. Il y a des États qui veulent se libérer de la Russie, justement parce que depuis plusieurs décennies ou des siècles, il y avait la décimation de l'intelligentsia, de l'influence sous prétexte divers, l'étranger proche. Il y a maintenant, dans les intérêts de la Russie, il y a même le Venezuela. Donc il faut prendre avec précaution ces arguments. Donc les Ukrainiens sont slaves, mais les Géorgiens, ce sont nos frères chrétiens. Après les Tchétchènes, ils sont qui aussi les frères. Enfin, le prétexte, on peut le trouver toujours pour ce genre de la politique, mais en XXIe siècle, il y a aussi d'autres facteurs qui comptent. Je crois qu'il y a encore des questions. Merci. Je voulais demander aux diplomates, est-ce que c'est vrai que les Américains ont mis des missiles en Pologne, des missiles? Ça, c'est la première question. Parce que les Américains, on n'en parle pas. Hein. Apparemment, les McDo en Russie, à la rigueur, c'est pas méchant. Enfin, chacun ses goûts culinaires. Moi, j'aime pas. Enfin, les frites, j'aime bien, mais la frite belge, c'est meilleur. Sinon, je vais parler des Pussy Riot. Est-ce qu'elles sont toujours... parce qu'en Pologne, il y a un problème religieux qui est important aussi par rapport à l'Ukraine. Parce qu'en Ukraine, il y a les catholiques contre les orthodoxes. M. Arjakowski doit connaître quand même. Le problème des uniates, qui est depuis longtemps. Et il y a eu les Pussy Riot. Je voulais savoir, ils sont toujours en Sibérie, ils sont toujours en camp de travail ou pas? Est-ce qu'elles n'ont pas trop froid, non? Et je voulais vous faire comprendre quelque chose aussi, parce qu'on dit l'État russe, l'État russe. Il faut rappeler que la Russie, c'était un État qui était dépendant des Allemands. Hein. Il y avait au XVIIe siècle, hein, les princesses allemandes s'épousaient avec des Russes. Hein. Donc les camps, ça vient... Il faut regarder un peu vers l'Allemagne, hein, quand même. Voilà, c'est tout. Ces trois petits points. Alors, les Pussy Riot, peut-être vous? Pourquoi moi? Les Pussy Riot sont sorties de la prison et vivent surtout en émigration. Une d'elles reste en Russie et quand elle sort une banderole, après elle est arrêtée, mise en prison, etc. Si je comprends bien, il y a un autre débat sur les États-Unis.
un résident surveillé, Machal, voilà, Antoine connaît mieux. Si je comprends bien, il y a un autre débat sur les États-Unis d'Amérique, donc pourquoi pas y aller. Mais ce discours que c'est la même chose, voilà, la Russie et les États-Unis ne tiennent pas la route. La liberté de la presse et les droits de l'homme n'ont rien à voir aux États-Unis et en Russie. Donc, en fait, en quelque sorte, c'est la trahison par rapport à la fameuse société civile et aux Russes. Vous savez, ma mère, elle vit en Sibérie, elle touche 100 € de retraite, elle n'a jamais conduit à 60 ans, elle a l'air comme si elle avait 80 ans. Et des Français, enfin pas des spécialistes, mais des communs des mortels disent oh, tu es méchante avec Poutine, mais quand même il s'oppose aux États-Unis pour le compte du peuple russe. Donc, il y a toujours cette métaphore que la Russie c'est comme une fusée à l'intérieur de laquelle tout le monde pédale. Oui, c'est ça. Il fait travailler toute la société, il fait travailler dur, la pauvreté augmente pour des histoires de missiles. D'ailleurs, si je comprends bien, en Pologne, c'est anti-missile. Et ça dit tout. Juste un mot sur il n'y a pas de guerre en Ukraine entre les catholiques et les orthodoxes. Ça, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup écrit ces dernières années. Donc, j'aimerais juste répondre à ça. C'est important. La semaine prochaine, j'organise à Lviv une semaine sociale écuménique qui réunit tous les chrétiens et qui associe également les juifs et les tatars musulmans. L'Ukraine est un lieu justement très intéressant où les chrétiens ont pris conscience de leurs responsabilités politiques, se sont engagés, et notamment sur la place Maïdan, il y avait beaucoup de chrétiens. Il y avait même une église, une église en toile qui a été construite sur Maïdan, où des catholiques, des protestants, des orthodoxes, ensemble, priaient pour la justice, pour la paix, etc. Or, votre question est importante parce que souvent dans les médias, on dit mais non, l'Ukraine, au contraire, c'est un pays où rien ne va, tout le monde se tire dessus. Mais ça, c'est un fruit de la propagande. C'est malheureusement un fruit de la propagande qui a essaimé et qui est parti de Moscou parce que Moscou ne voulait pas que le patriarcat de Constantinople, qui est aujourd'hui à Istanbul, se mêle des affaires ukrainiennes. C'est un résultat de la guerre froide. Au moment de la guerre froide, il y avait Moscou qui dominait sur l'ensemble des chrétiens à l'est du mur de Berlin, et tandis que Constantinople, pour les orthodoxes, c'était à l'ouest. Voilà. Et donc, après la chute du mur de Berlin, Constantinople, donc Istanbul, a dit, mais attendez, l'Ukraine, c'est un pays qui a été jusqu'au XVIIIe siècle sous la domination totale des patriarcats œcuméniques de Constantinople. Vous voyez ? Donc, puisque nous voyons que Moscou n'est pas capable de faire en sorte qu'il y ait de l'ordre en Ukraine, qu'il y a 3 églises orthodoxes et que ça ne fonctionne pas, nous, patriarcat œcuménique de Constantinople, nous légitimons l'église orthodoxe ukrainienne la plus importante. Et aujourd'hui, grâce à ce processus, les chrétiens se rassemblent. Alors, c'est pas encore terminé comme processus parce que Moscou continue à soutenir sa propre église sur place. Et à continuer à vouloir diviser les chrétiens. Mais le phénomène principal, qui pour moi m'intéresse beaucoup, c'est de voir au contraire que des orthodoxes entre eux, et surtout des orthodoxes, des catholiques, des protestants, ensemble se réunissent sur des sujets concrets, essayent de faire avancer toutes les questions d'environnement, de développement durable, etc. Merci beaucoup. Excellence, vous voulez peut-être répondre à la question sur les missiles et les antimissiles ? C'est très rapide, mais Anastasia l'a déjà dit. Ce sont ce qu'on appelle les missiles antimissiles, les systèmes ABM, que les Américains ont mis en place, selon eux, pour faire face à la menace iranienne. Vous savez, c'était avant que l'on ait commencé à négocier avec les Iraniens l'accord dit de Vienne sur le programme nucléaire iranien. Donc ils ont dit, pour essayer de rassurer les Russes, que ce n'était pas contre les Russes, mais contre les Iraniens. Mais bien évidemment, pour revenir au thème qui était là tout au long de notre discussion, la vérité d'un côté n'est pas forcément la vérité de l'autre. Et bien évidemment, du côté de Moscou, ça n'a pas du tout été perçu comme ça, mais comme un risque majeur pour leur propre dissuasion nucléaire. Voilà, on en est là pour le moment. Y a-t-il d'autres questions ? Il y a 3 questions.
Oui. On peut les réunir si vous allez assez vite. On va peut-être les réunir toutes les Oui, trois pour ensuite permettre à nos interlocuteurs. Moi, je pense une chose. Si on prend sur le temps un petit peu long, quand même, je constate qu'on considère que les Russes ne sont pas des Européens. Je crois qu'il y a un travail à faire. Hein. Victor Hugo, quand il présidait les congrès pour la paix, il n'imaginait pas que la Russie ne soit pas dans l'Europe. Disant ça, moi je suis allé 2 fois en Russie. Une fois, au moment de la perestroïka, de rencontres avec les cinéastes soviétiques, qui étaient très engagés dans la perestroïka, qui participaient au sommet. Ce que j'ai pu voir, c'est que on discutait entre nous, mais on ne discutait pas avec la population elle-même, hein, de la perestroïka. Et l'effondrement a eu lieu très vite, et quand j'y suis retourné en Russie, et particulièrement à Irkoutsk d'ailleurs, il y a 20 ans, il y avait eu une perte de 10 ans d'espérance de vie en 10 ans. À mon avis, ça explique beaucoup Poutine. Il y a eu un échec parce qu'on n'a pas su ouvrir et accompagner la perestroïka et donner les conditions politiques à un moment donné, alors avec ses limites. Mais il y a une vraie interrogation sur comment on a considéré la Russie au lendemain de la guerre froide. Donc ça, c'est une question. L'autre question, c'est que sur quoi on peut établir du commun? Je pense que le débat sur le climat aujourd'hui, il faudrait bien prendre en compte la Russie. Les feux de forêt en Sibérie, c'est dramatique. On parle de l'Amazonie à juste titre. Le réchauffement du permafrost, c'est pas qu'une question russe, c'est des questions planétaires qu'on laisse aller. La question des armements, c'est pas une question d'équilibre, c'est une question de saut qualitatif, c'est ce que disait Badi hier dans un atelier. C'est-à-dire que avec le cyber aujourd'hui, mêlé au nucléaire, ça devient ingérable. Est-ce qu'on va en faire une question populaire? Est-ce qu'on va vraiment avoir des outils qui nous permettent de désarmer? Mais ça peut se discuter. Et alors peut-être au niveau autre, simplement que les États, effectivement, il y a des rapports entre universitaires, il y a des analyses de scientifiques, il y a des jumelages éventuellement, à d'autres niveaux que de passer toujours. Alors le grand débat sur le Conseil de sécurité, excusez-moi, c'est la tarte à la crème. Bon, c'est une question assez riche. Est-ce que vous voulez répondre les uns ou les autres? Je peux essayer de lancer la réponse très rapidement. Sur la Russie, est-elle encore européenne en quelque sorte? C'est une très très bonne question que vous posez et qui rejoint la question que je posais moi-même tout à l'heure sur est-ce que nos sociétés se comprennent encore. Un chercheur qui a beaucoup travaillé sur la Russie et qui est installé en Estonie, une chercheuse en réalité, dit que ce qui la frappe, c'est que si vous comparez ce que pense aujourd'hui une grande partie de la société civile aujourd'hui par rapport à l'Europe, comparé à la fin du 19e siècle, où la société russe était entièrement tournée vers l'Europe, regardait ce qui se passait, les modes qui avaient lieu, la littérature, etc., faisait des voyages, etc. Aujourd'hui, vous interrogez les jeunes Russes, ce qui se passe à Paris ou ailleurs ne les intéresse beaucoup moins. Et donc, autant il est évident du point de vue géographique et historique que la Russie est évidemment pour nous européenne, la vérité c'est que les sociétés s'éloignent les unes des autres et que donc qui est responsable de ça? Ça, c'est une autre question. Certains diront c'est les Européens qui se sont désintéressés. D'autres diront c'est le régime de Poutine qui les a éloignés. Mais la vérité, c'est que cette dérive est là. Et que moi, tout ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut la surmonter. Mais qu'il y a un partage de responsabilités, à mon avis, là, et qui est important.
Rapidement, sur votre deuxième point, le climat, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, on y a pensé. Et on ne cesse de dire aux Russes qu'il faut qu'on travaille ensemble sur cette question-là. Et qu'on est prêt à aider, y compris sur des choses qui vont les impacter directement et impacter directement la Russie, qui est la taxe carbone. Si l'Europe avance avec son idée de taxe carbone, le pays qui sera probablement le plus handicapé, le plus affecté par la taxe carbone européenne sera la Russie. Et donc, voilà, on a devant nous un immense chantier sur lequel il faut travailler. Antoine Arjakovski. Oui, moi je pourrais parler des heures par rapport à votre intervention, parce que j'étais en Russie dans ces années-là, années 90 et 2000. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu un tournant qu'on n'a pas suffisamment saisi en Europe occidentale, c'est 1995. En 1995, les Russes se déplacent aux élections législatives qui étaient libres, indépendantes et non truquées, et les Russes massivement ont voté pour le Parti communiste. C'est-à-dire, ils ont eu peur des réformes libérales qui avaient été menées hâtivement par Yeltsin, ses différents ministres. Ils sont retournés en arrière. À partir de ce moment-là, une transformation libérale telle que certains pays ont connue, comme la Pologne ou la Tchéquie et aujourd'hui l'Ukraine, n'a pas pu être possible en Russie. Et du coup, comme par ailleurs il n'y avait pas un travail qui a été fait de justice sur le passé communiste, eh bien ils sont revenus en arrière dans cette nostalgie de l'Empire russe, etc. C'est ça qui s'est passé. Et tant qu'on ne traite pas cette douleur, cette blessure, on n'arrivera à rien. Alors, je ne suis pas contre de discuter sur l'écologie avec les universitaires ou avec même les diplomates, mais en gros, c'est comme si on parlait des langues différentes. Il y en a d'un côté qui sont comme tétanisés par le passé, par les cadavres dans le placard, qui n'ont pas nos réflexes à nous. Ou alors qui ont encore des visions marxistes, hein, puisqu'il y a encore beaucoup de partis communistes et le deuxième parti en Russie. Donc, bien sûr qu'on peut discuter, mais il faut d'abord soigner la Russie. C'est un pays qui, H24, quand on allume la télévision, on a de la propagande du début à la fin. Donc, il faut se rendre compte de ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur parler. Au contraire, et j'admire les diplomates qui le font et tous ceux qui le font. Mais il faut le faire en se disant, ce n'est pas un pays comme un autre. C'est un pays qu'il faut aider d'abord à se remettre de ses blessures profondes. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention dans le traitement des dialogues et de cet engagement sélectif qui est un des principes du Quai d'Orsay. Merci Antoine. Le temps tourne et nous avons encore 2 questions. Alors, allez-y. Je vous remercie de prendre ma question. Ma question, mes questions rejoindront un petit peu ce qui a été dit. La première, c'est comment trouver une troisième voie pragmatique, eurasiatique, de dialogue avec la Russie, en prenant en compte ses spécificités culturelles, d'exercice et d'image de la politique. Nous avons, à mon sens, trop tendance à plaquer nos valeurs de démocratie occidentale sur le plus grand pays du monde, pays à l'apparence d'un empire, au culte naturel de l'homme fort et à la propension naturelle, comme tout État hégémonique, à vouloir cimenter et élargir sa sphère d'influence. Comment réparer la confiance de l'exécutif russe après l'étouffement de sanctions économiques ? Ne serait-il pas judicieux de façonner une vision de réelle politique économique à l'allemande, comme nous avons pu le constater avec l'achèvement du pipeline Nord Stream 2 ? Merci. Dernière question. Oui, je fais partie d'un jumelage franco-polonais qui a 30 ans maintenant et qui marche bien. Et donc, pour faire court, je me disais que pour rapprocher, pour mieux se comprendre, pour échanger, tout ça, c'est quand même assez efficace. Et est-ce que ça pourrait être mondialisé, enfin voilà, passer par ce biais, entre autres, enfin, qui pourrait contribuer à, disons, apaiser et voilà. Et est-ce qu'il y a des résultats par rapport aux jumelages qui ont été créés pour l'Europe, enfin, je sais.
Tout d'abord, je voudrais réagir à la question est-ce que les Russes sont européens? Les Russes sont eurasiens parce que le Caucase, c'est la partie de la Russie, ainsi que les Bouriates, les Kalmouks, etc. Et c'est triste à dire, mais peut-être il y a un dénominateur commun quand même. Et au Caucase, maintenant, les activistes de droits de l'homme luttent contre la circoncision des femmes. Alors, est-ce que c'est clair que c'est pas le même genre de problème à Moscou? Il faut se rendre compte de ces difficultés. Vous avez mentionné les feux de la forêt. Malheureusement, on n'a pas de temps de développer sur la kleptocratie qui est devenue vraiment, vraiment importante pour comprendre la Russie, parce qu'ils ont changé le code de forêt. Justement, ils ont coupé l'argent qui allait pour entretenir la forêt. Tout ça pour s'enrichir. Il y a aussi des incendies criminels pour vendre ensuite ce bois en Chine. Donc effectivement, c'est un problème planétaire, mais en parlant avec les autorités russes de tout ça, peut-être on peut leur donner des conseils simples. Vous savez, il faut mettre plus de personnel dans les forêts, plus de coupe-feu c'était mieux même à l'Union soviétique. En fait, c'est dramatique ce qui se passe. Dans les années, il y a toujours une fausse idée que c'est l'Europe qui a pas fait assez de choses dans les années 90, etc. Mais le pouvoir en Russie est vite devenu mafieux. Il y avait les enjeux de sécurité. C'était avec la manigance des services spéciaux russes. Mais il faut comprendre tout ça. Donc, vous avez parlé de l'Eurasie, ça rejoint ma thèse que la Russie est en fait une Eurasie. Mais en fait, l'Occident a fait quand même assez de choses pour se rapprocher de la Russie. Mais je ne sais pas si vous comprenez, on donnait de l'argent, par exemple, dans les années 90, qui disparaissait pour démanteler les centrales nucléaires. L'argent a disparu, l'argent des Américains. Il y avait des protestations il n'y a pas longtemps en Sibérie parce que l'argent a disparu il y a 30 ans, la Russie n'a toujours rien fait. Donc la culture politique russe, pour l'instant, n'est pas européenne, en tout cas dans le sens qu'on entend ici. Excellence, vous voulez intervenir également ? Très brièvement, mais en répondant au sens inverse sur le jumelage, monsieur, vous avez tout à fait raison. Et quand je disais qu'il fallait relancer, retrouver les moyens de faire vivre ensemble nos sociétés civiles, le jumelage est un très bel exemple. Reste qu'il faut faire attention à ça. Les jumelages, très souvent, s'enlisent, s'encroutent, s'enquistent dans la routine et dans le fait que peu à peu, les gens perdent un peu l'habitude de se voir et de se rencontrer. Et ça a été un peu le problème. Vous parliez de la question du jumelage au niveau mondial. Il y avait une organisation mondiale du jumelage qui a perdu, je dirais, un peu de son élan et de sa vitalité, en d'autres termes. Mais ce serait utile d'essayer de relancer ça. Sur la question que vous posiez sur la troisième voie et sur nos démocraties, moi, alors là, pour le coup, j'élargirais au-delà de la Russie. Parce qu'un vrai problème que l'on rencontre aujourd'hui, et posez-vous cette question que je crois on doit tous se poser, comment expliquer qu'aujourd'hui, sur un continent comme l'Afrique, la Chine et la Russie ont un modèle qui intéresse de plus en plus la population africaine. Et comment se fait-il que nos démocraties occidentales, dont nous sommes fiers et avec raison, ont de plus en plus de mal à se faire entendre ? Et c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Et donc, quand vous dites troisième voie, moi je dis oui, bien sûr, vous l'appelez comme ça. Moi je dis comment est-ce que le modèle de la démocratie libérale occidentale, tel que les États-Unis et les pays européens l'ont développé, comment est-ce qu'on arrive à le revisiter, le revitaliser et lui redonner une vraie raison d'être et une vraie motivation face à tous les pays du monde dans lesquels nous avons essayé d'avancer et où nous ne cessons actuellement de reculer. Parce que c'est ça la réalité. Je sais bien, on va me répondre, mais non, tu exagères et tout ça, mais la vérité, c'est celle-là. Si on est un tant soit peu lucide, en Amérique latine et partout.
et pire encore, soyons clairs, dans nos démocraties elles-mêmes. Je veux dire, ce qui s'est passé aux États-Unis, le nouveau 11 septembre américain, c'est le 6 janvier, l'attaque du Congrès. Ne croyez pas une seconde que c'est passé inaperçu à Bogota, à Lagos, à Moscou, en Chine ou ailleurs. Ça a été tout à fait perçu comme un exemple des faiblesses croissantes de la démocratie. Et regardez la France, ce qui se passe actuellement, les événements autour des Gilets jaunes et tout ça. Bien évidemment, comme le disait justement Antoine, utilisé, exploité, instrumentalisé par la télévision russe. Le problème, c'est que cette propagande-là marche parce que les gens ressentent, même sans bien comprendre, qu'il se passe quelque chose dans les démocraties qui n'est pas normal et qui nous affaiblit. Et ça, c'est le vrai défi, à mon avis, pour nos pays, bien avant tout le reste. Parce que si nous continuons à défendre le modèle démocratique et que chez nous, il s'écroule, on n'aura pas l'air malin. Alors, redynamiser la démocratie, mais face à des autorités corrompues, c'est pas simple. Oui. Moi, je partage ce qui vient d'être dit par Pierre Vimont sur la nécessité de travailler sur la vitalité de nos principes démocratiques. En même temps, je pense qu'il faut reprendre les choses à la base dans notre relation avec la Russie. La question que vous posiez, c'était quelle voie pragmatique avec la Russie ? Moi, je voudrais qu'on passe du pragmatisme au réalisme. Le réalisme, c'est cette capacité de voir réellement ce qui se passe, y compris des dangers pour nous. Étant réellement réaliste, c'est s'appuyer aussi sur des principes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, puisque la discussion ces derniers mois, c'est quelle politique doit adopter l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, dont on voit qu'elle est de moins en moins contrôlable. J'ai proposé 5 nouveaux principes. Et les premiers principes sont des principes de fermeté. C'est premièrement que la France accepte enfin d'intégrer ce que les Ukrainiens rêvent d'avoir, c'est d'intégrer l'OTAN. On peut le faire, sans utiliser des chiffons rouges, mais on peut le faire dans la pratique pour dire aux Ukrainiens, si demain les Russes envoient des chars à Mariupol, on intervient. Voilà. Ça, c'est ce qui rassurerait les Ukrainiens et c'est ce qui serait, à mon avis, un langage de vraie fermeté. Deuxième langage de fermeté, c'est de dire le Nord Stream 2, c'est se mettre vraiment les pieds et les poings liés par rapport à la Russie pour des années. Il faut faire un gel du contrat Nord Stream 2 et utiliser le nouveau régime de sanctions adopté par l'Union européenne en 2020 pour l'élargir auprès de toutes les personnes, d'où qu'elles viennent, et en particulier de la Russie, qui corrompent les systèmes des démocraties occidentales. Donc il faut d'abord être dans la fermeté, ensuite il faut faire ce dont on parle, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire d'établir des dialogues avec les vraies sociétés civiles qui, sur le terrain, font un vrai travail. Et ça passe aussi par les jumelages, bien sûr, mais là encore, en tenant bien compte du décalage de mentalité qu'il y a entre les uns et les autres. Il faut le préparer, sinon ça n'aboutira pas. Et dernier point, bien entendu, c'est une des idées importantes, c'est d'envisager une nouvelle conférence Helsinki 2. Helsinki 1 a donné des résultats malgré tout, en posant le droit comme une base fondamentale pour l'avenir de la civilisation européenne. Il faut remettre du droit dans les relations internationales. Pour moi, ça passe. C'est l'une des propositions de ce rapport que vous pouvez trouver sur Internet. L'une des propositions, c'est de permettre qu'il y ait, de la part de l'Assemblée des Nations Unies, un droit d'appel par rapport au droit de veto utilisé par le Conseil de sécurité lorsqu'il ne parvient pas à régler les problèmes de conflit au bout de plusieurs années et qu'il y a des drames humanitaires. Voilà, remettre du droit et dialoguer avec toutes les chancelleries européennes pour un Helsinki 2 qui soit tourné vers l'avenir, voilà une très bonne idée qui permettrait de faire avancer les débats pour plus de réalisme. Merci beaucoup. Je crois qu'on est rattrapé par le temps, sauf si Anastasia, vous voulez juste rajouter quelque chose. J'espère que ce débat vous aura éclairé. Vous avez vu différentes approches et je pense que tout le monde repart avec beaucoup de questions et beaucoup de perspectives. Merci à vous tous. Au revoir.